Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série qui sera consacrée au second épisode de la deuxième saison du Mandalorian, ou si vous préférez le chapitre 10, La Passagère. Ici Francis et pour discuter de cet épisode, je suis accompagné de Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Francis, bonjour à tous. Et dis-nous donc Sylvain, quoi de neuf pour toi depuis la semaine dernière, là, au-delà de ton débattage pour savoir si Mandalorian, si Boba Fett est un Mandalorien ou pas? Mais non. Bon, Boba est un Mandalorien. Eh ben, en fait, pas grand-chose. À part, je me suis rendu compte il y a quelques heures que j'ai oublié de commander le numéro 8 de la BD éditée par Panini Star Wars, les petits recueils de BD qu'ils font tous les mois. Et c'est avec le post Twitter d'un pote que je me suis aperçu que j'ai oublié de le commander. Donc je l'ai commandé. Le reste, comme je te le disais en off, j'ai reçu une Black Series et je suis très déçu parce que je vais devoir la recommander. C'est l'un des Purge Troopers avec Electro Staff tiré de Fallen Order. Et l'articulation du genou gauche est foutue. Il manque des pièces, carrément. C'est la première fois que ça m'arrive. Et je vais le recommander. Et ça me fait chier quand même. Ben, si jamais tu réinterviews les gens de chez Hasbro, comme l'année dernière, t'auras l'occasion de leur montrer. C'est de leur foutre la figurine dans les pattes. Et qu'est-ce que c'est que ce travail, les gars? Ouais, c'est ça. C'est quoi ce travail de chinois? Surtout qu'eux, c'est les concepteurs, tu sais, c'est ça, la chose s'est faite en Chine. C'est vraiment la première fois où tu vois, il manque en fait les attaches dans la figurine pour l'articulation. Ouais, il manque la moitié des attaches dans l'articulation. Les Chinois dans l'usine, là, ils ont vu sa job ou quelque chose comme ça. Là. C'est ça, c'est Ils voulaient aller trop vite. C'est le même mec que dans le remake de Chucky. C'est le même gars qui s'est fait licencier et qui a oublié des pièces. Ok, ouais. Ah ben écoute, c'est excellent. Tu vois, moi de mon côté, en petit collector comme ça aussi, j'ai réussi à mettre la main sur un pop que j'avais plus vraiment espoir de mettre la main dessus. C'est le prototype de Boba Fett, donc tout en blanc. Parce que j'essayais justement d'avoir le pop pour aller avec chaque casque de Black Series que j'ai. Donc le Vador, le Boba, le Flame Trooper, Luke en combinaison d'X-Wing, là, ça c'est un vieux. Et il existait aussi, c'est ça, le Boba Fett version tout blanc, là, prototype, mais ça datait, là, c'était dans la toute première génération là, des Funko Pop. Ah ouais? Donc c'est ça, et par hasard, là, c'est ma conjointe en fait là, qui a trouvé ça sur internet, donc j'ai réussi à mettre la main dessus ici à Québec, je suis très content de ça, faudrait peut-être que je prenne ça en photo, là, mais c'est ça fait une belle présentation, le petit pop. Avec trop cher ou justement parce que c'est vieux et rare, t'en as... Non, puis sur le marché, c'est pas qu'il vaut si cher que ça, parce que je pense qu'il est pas si recherché que ça non plus, là, on peut pas dire qu'il est magnifique ou quelque chose comme ça. Ouais. Moi, c'est vraiment juste pour aller avec le casque. Là. Pour compléter la collection, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est un Boba normal ou il y a des spécificités par rapport au... Non, il est très standard. Puis tu sais, cette première génération de pop-là, les figurines étaient vraiment moins belles qu'aujourd'hui. Là. Ils étaient toutes dans la même petite position figée et souvent ils étaient moins grands aussi, mais c'est ça. C'est pas parce qu'il est très beau. Mais c'est juste le concept d'avoir le pop qui fit avec le casque Black Series. Là. Mais c'est ça. Fait que je suis très content d'avoir mis la main dessus. Non, en fait, j'espère presque que les prochains casques de Black Series seront pas des modèles trop durs à trouver en pop. Tu sais, s'ils nous sortent le Capitaine Rex, là je suis en marde. Parce que je pense que c'est le Funko Pop le plus rare à trouver. Là. Tu vois, il est rarement en bas d'un 300-400$ là, ici. Je pense qu'en France, je l'ai vu autour de 1000€. Tu sais, fait que... La vache.
la figurine pop de Phasma. Ouais, ça je l'ai aussi, Phasma version chromée. Là. C'est ça, j'ai réussi à mettre la main dessus récemment parce que ça aussi, c'est un plus ou moins rare. Il n'était pas disponible au Canada. Fallait l'avoir uniquement par les Funko. Ils font des espèces de boîtes surprises là, que tu payes un montant par mois, puis ils t'envoient une boîte. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Là, ils appellent ça Smuggler Run, ou je sais plus trop. Puis c'est ça, on pouvait pas s'inscrire à ça au Québec. Donc c'est ça, c'est des modèles un petit peu plus rares, mais il faut dire qu'il y a de la gueule. C'est tout chromé, là, c'est vrai qu'avoir le casque de Phasma en version grandeur nature avec le petit pop, ça aurait de la gueule. Donc, écoute, on va passer rapidement en revue nos émissions récentes là, disponibles. Cette semaine, on a un Star Wars littérature qui est sorti sur les comics de l'ascension de Kylo Ren. Dans le fond, c'est moi puis Loïc qui a fait ça. Si vous lisez pas les comics, je pense que c'est une émission quand même que vous pourriez trouver très intéressante. C'est toute l'histoire de comment Ben Solo est passé à Kylo Ren. Donc, bien intéressant. Sinon, évidemment, on avait l'émission de la semaine dernière sur le premier épisode de Mando, donc le Marshal, avec toi, Sylvain et Céline. Et juste avant, on avait un Star Wars en direct Gamers sur le plus récent jeu, donc Squadrons, fait par Julien et JF. Et sur ça, Sylvain, je te propose qu'on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc tout d'abord, on va vous rappeler notre politique spoilers. Donc tout ce qui est disponible sur des canaux officiels, là, on considère que c'est pas spoilers. Donc on parle de bande-annonce, synopsis, résumé et compagnie. Et bon, le contenu de l'épisode précédent aussi là, va être considéré comme non spoilers. Ça fait une semaine, on va considérer que vous l'avez pris. Et pour ce qui est de l'émission d'aujourd'hui, dans le fond, on va commencer par une très rapide partie sans spoilers, là, synopsis et petite critique. Et après, on va attaquer l'épisode là, de façon un petit peu plus par section et avec nos impressions. Donc, côté synopsis, c'est très simple. Ça se lit comme suit. Le Mandalorien doit escorter une passagère avec une précieuse cargaison. Le voyage sera périlleux. Donc, ça en dit pas grand-chose. Sylvain, justement, en faisant attention aux spoilers, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode-là? Bilan, en fait, assez étrange, assez mitigé. J'ai trouvé le début, donc l'introduction sur les chapeaux de roue. Ça m'a bien fait marrer, mais en fait, plus on avance, et moins il se passe des choses réellement intéressantes. Et voilà. C'est bilan mitigé en fait sur cet épisode. C'est typiquement un épisode filler. Donc en fait comme l'épisode sur Tatooine, comme l'épisode sur de la première saison, tu veux dire? Ouais, de la première saison. Comme les 2-3 épisodes de creux de mi-saison, bah là on l'a directement dès l'épisode 2 en fait. Je pense pas que ça foute en l'air toute la qualité de la saison, mais je trouve ça un peu dommage, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, une certaine au pluriel, déception de cet épisode-là, même si je peux pas dire que c'était vraiment mauvais. J'ai quand même repéré quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression que c'est un épisode aussi qui va peut-être être plus apprécié par les plus jeunes que par nous. Ouais, je pense aussi. Pour différents éléments qu'on parlera au pire en section spoilers. Mais ouais, je partage ton avis, puis j'ai l'impression que ça va être le cas de la plupart des gens. C'est certain qu'après un premier épisode la semaine passée qui avait mis la barre assez haute, quand même. Ouais, là, on la redescend assez vite, en fait. Ouais, c'est brusque, effectivement. Ils ont mis le frein à main, quoi, direct. ouais, c'est ça, exact. Comme la manœuvre, une certaine manœuvre qu'on voit dans l'émission. Et écoute, c'est ça. Comme on peut pas trop s'avancer sans tout dévoiler, on va passer directement à notre partie spoilers, ceux qui voudraient voir l'émission avant, parce que c'est même possible qu'on publie l'émission qu'on est en train d'enregistrer avant que vous ayez eu le temps de retourner à la maison là, pour les gens en Amérique.
puis de prendre l'émission sur Disney+. Donc, au pire, mettez sur pause et revenez dans 40 minutes. Ouais, c'est ça, après l'épisode. Ben justement, tu l'as mentionné, parlant de durée, on va peut-être mentionner, c'est ça, on est passé d'une durée de, si je me trompe pas, c'était 55 minutes la semaine dernière. C'est ça. Et là, on est tombé à 36. Ouais, avec 55, avec l'introduction résumée de la saison 1 et le générique final. Et là, c'est pareil, là c'est 36 minutes, mais en retirant le résumé saison et épisode précédent, et le générique. Là, il est noté sur Disney+, là il fait 41 minutes. Ah, donc, okay. Il y a quand même pas mal de... Il y a 5 minutes de rab, de générique et d'intro avant. Ouais, puis en tout cas, c'est ça. Ceux qui avaient l'espoir que pour cette saison-ci, on reste avec des épisodes plus longs que la dernière saison, ben c'est ça. Faut oublier le projet, là. C'est dommage dans un sens, là, mais bon. Je pense qu'ils ont... Ouais, je pense qu'ils gardent en fait cette même formule d'épisodes à géométrie variable, et qu'encore une fois, on va se retrouver avec une saison qui sera globalement à regarder d'un seul coup en intégralité comme un gros film. Ouais. Comme d'hab, on est dans un truc, je crois que c'est même pour ça qu'ils ont appelé ça des chapitres. On est dans un bouquin, donc ton chapitre, il peut faire 10 pages, il peut faire 50 pages, ou il peut en faire 3, quoi. Ben, c'est ça, effectivement, on pourrait se plaindre que ça fait moins de contenu quand l'épisode est plus court. D'un autre côté, ça prouve que les réalisateurs sont pas obligés de faire ni du remplissage, ni de la coupe. Ils peuvent vraiment faire la durée qu'ils veulent, selon l'histoire qu'ils ont à raconter. Fait que dans un sens, c'est quand même positif, là. Pas de structure imposée par les publicités, là, ou quand c'était à la télé. C'est ça. Parlant de réalisateur, ben c'est ça. Cette fois-ci, on a quelqu'un qui était pas là lors de la première saison. C'est Peyton Reed. Ceux qui n'ont pas la moindre idée, c'est qui ce nom-là. C'est le gars qui a fait les 2 Ant-Man du côté de chez Marvel. Par contre, peut-être préciser que le premier Ant-Man, c'est pas lui qui l'avait commencé. Là. Il est comme venu à la rescousse après que le réalisateur ait été viré. Je suis en train de chercher son nom. C'est le Britannique là. Qui avait fait Hot Fuzz et plein de films de ce genre-là, Baby Driver plus récemment, en tout cas un réalisateur que j'adore. Edgar Wright, exactement. Fait que c'est son humour qu'on a retrouvé dans le premier Ant-Man, tandis que Peyton Reed, c'est considéré comme un réalisateur vraiment, on va dire générique, là. À Hollywood, c'est quelqu'un qui fait des jobs convenables, mais qui n'a pas de nécessairement de signature propre. Un yes man, quoi. Ouais, exactement. Et c'est lui qui avait fait aussi, ça va peut-être moins te parler, mais ça va parler à ma femme puis à ma fille. C'est lui qui avait fait Le Tout pour le Tout. En France, écoute, je pense que le titre c'était peut-être American Girl, je sais plus trop, en tout cas un film de Charlie Ding, qui date quand même il y a un bon bout de temps, là, avec Kristen Dunst. J'ai toujours eu de la misère avec son nom. Mais bref, dans le cheerleading, c'est un film très connu, bref. Le Tout pour le Tout. Là, de tête, ça me dit rien, mais j'irai regarder ça. Ben écoute, je pense que ça date de 2000, peut-être, ou 2001. Ah ouais, ça date. C'est si vieux que ça? Fait que, ouais, on est... écoute, les gens nous voient pas en vidéo en ce moment, là, mais on a beaucoup de cheveux blancs et, dans mon cas, la barbe blanche aussi, là. Fait qu'écoute, Sylvain, le pire, là, je vais te laisser aller avec les résumés, mais le pire, c'est que je pouvais pas m'empêcher de penser à toi en écoutant l'épisode. Je me disais que ça va être l'enfer, le résumé, là. Ah, d'accord. Je vais te laisser attaquer, là, mais je me disais, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que. Alors, tout de tête. La première section. C'est ça, tout de tête et sans prise de notes. Alors, on retrouve. Mando sur son speeder. On est quelques secondes ou quelques minutes ou quelques heures après la fin de l'épisode 1. Il est tout simplement en train de tracer à travers le désert pour retourner à Mos Eisley. Et il tombe sur un traquenard fait a priori par les frères Dalton. Je sais pas trop si tu connais au Québec. Hein. Ouais. C'est Joe, Jack, William et Avril. Donc c'est des couillons qui tendent un câble, hein, le coup classique, hein, si vous voulez arrêter un motard sur la route, un bon petit câble en acier et puis vous attendez qu'il passe.
Donc, Mando se mange le câble. Heureusement qu'il avait un joli casque indestructible. Le speeder est défoncé. Il fait le concours de salto avant et c'est le speeder qui gagne. Et puis, baston. Baston, rebaston, et puis il y a une espèce de Jawa cybernétique qui met fin à tout ça en kidnappant bébé Yoda. Et en menaçant bébé Yoda avec un gros couteau, hein, le couteau de Rambo. Et là, on voit que Mando tient vraiment à bébé Yoda et lui demande vraiment, le supplie de ne pas toucher à bébé Yoda. Et pour lui dire, il lui donne son jetpack en lui disant tiens, ça coûte du pognon, prends-le, mais pas touche à bébé Yoda. Jawa cybernétique, voyant la mine de fric qu'il a, se barre avec le jetpack, en oubliant que la télécommande du jetpack, elle est au brassard de Mando qui se dépêche de l'allumer et qui fait faire là un bat de record au Jawa en vol en altitude avec réception sur les gencives à la fin. Fin de l'introduction. Ouais, c'est excellent. En fait, c'est la partie la plus sérieuse de l'épisode. C'est ça. Ouais. J'ai été bidonné pendant... dès que je l'ai vu toucher aux commandes du jetpack et voir le machin décoller. Je vais le dire tout de suite, pour moi, c'est la meilleure séquence de l'épisode, en fait. Ouais, je pense que plusieurs vont être d'accord avec toi. Dans le fond, on est encore sur Tatooine, hein, fait qu'on est très, très dans l'esprit puis dans le style... de la trilogie originale. Moi, c'est sûr que le piège, comme tu dis, à la Lucky Luke, la frère Dalton, en tout cas, je me suis dit, à la vitesse où il arrive, c'est sûr qu'il y a une armure en Beskar, là, mais je veux dire, à la vitesse à laquelle il arrive, j'ai trouvé que la chute était pas trop grande. Là. J'ai l'impression que les motojets, il me semble que ça avance vite. C'est sûr qu'il y a un petit rappel à la bataille d'Endor, au retour du Jedi. Où est-ce que les Ewoks, justement... là, ouais, t'en as des pièges à coup de... Ouais. Mais c'est vrai que j'allais dire le jetpack, mais le speeder se déplace à Mach 48. Les gars, tu l'arrêtes en tendant un câble en acier et il ressort indemne. Ouais, puis tu sais, juste ici... tu vas encore me traiter de caribou, évidemment. Mais dans mon coin de pays, de temps à autre, justement, il y a des gens décapités l'hiver en skidoo parce que, justement, les agriculteurs tendent des chaînes pour protéger leur terre. Puis là, les gens arrivent en skidoo, puis ils se sont simplement décapités. C'est les motoneiges, c'est ça? Donc, comment? Skidoo, c'est motoneige? Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on appelle les motoneiges. C'est la marque du créateur des motoneiges, Sylvain, là. Pour faire un topo. Mais tout ça pour dire que je me suis dit, par chance que c'était juste une petite chute. Là. Enfin, en plus, qu'il y avait bébé Yoda, comme tu dis, là, dans le décor. Ça reste quand même une belle séquence. Puis je m'attendais pas à ce qu'il fasse décoller le jetpack avec sa manette. Moi, je pensais qu'elle allait l'attraper avec son câble là, ou quelque chose comme ça. À distance, mais ça, je l'ai pas vu venir. C'est vrai que je l'ai pas vu venir jusqu'à ce qu'en fait, il prenne bébé Yoda dans ses bras, et puis il tend le bras vers son brassard. Mais non, il va pas faire ça, et s'il fait ça. Et je trouve que c'est filmé d'une façon très drôle. Ouais, on le suit pas dans les airs. Hein, c'est ça, la caméra reste fixe et on voit retomber le personnage. Le machin. Mais on entend des bruits. C'est quand même des petits traits d'humour là, bien placés qui nous font pas sortir de l'histoire là, ou pas exagérer. Ouais, en plus, c'est quand même de l'humour noir, hein, parce que le machin, il meurt à la fin, et puis il y a quand même le petit regard entre Mando et bébé Yoda. Ouais. Vraiment bébé Yoda qui allait le dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Et Mando qui lui dit, quoi? ouais, c'est ça, il fait juste comme bouger le casque, lever les épaules un peu. C'est pas forcément de dépit, mais en disant, en mode, quoi? Mais même avant la séquence de la baston là, à 3, je la trouve assez bien faite. Ouais, effectivement. Non, c'était bien chorégraphié. Puis le coup d'attraper la carabine là, de l'autre, là, puis non, c'est ça. Toute cette séquence-là, j'ai trouvé que ça partait bien. On avait vraiment l'impression d'une suite.
on était encore dans l'autre épisode d'avant. Une suite directe dans l'ambiance, dans la lumière. Donc, après cette séquence d'introduction, eh bien, Mando récupère toutes ses affaires, il met tout ça en beau baluchon et traverse le désert jusqu'à retourner à Mos Eisley, où il arrive dans la fameuse cantina, à croire qu'il n'y a que celle-là, en fait, sur toute Tatooine. Il retrouve la mécanicienne en pleine partie de poker, a priori, avec une montre religieuse ou une fourmi géante. Ça doit être vu que c'est Peyton Reed, je ne serais pas étonné que ce soit la fourmi de la fin de Ant-Man. Ah, tu vois, j'avais même pas fait de lien. C'est vrai. En le disant, je viens de percuter, mais je suis sûr qu'on peut trouver des liens. Et donc notre fourmi géante aurait des informations pour Mando, qui est toujours à la recherche d'autres Mandaloriens. Et la fourmi n'ayant plus une thune, parce que vous imaginez bien que sur une fourmi, pour trouver des portefeuilles ou de la place, c'est pas ça. Donc il mise pour la fourmi. La mécanicienne rafle la mise, mais sert de traductrice aux informations, enfin pour que Mando récupère toutes les informations. Il se retrouve donc dans le hangar où il y a toujours le Razor Crest. Et là, eh bien, la mécanicienne, en plus des informations, donne une mission à Mando, bien de convoyer la fameuse passagère et sa fameuse cargaison jusqu'à une planète où, justement, il y aurait des survivants mandaloriens. La petite astérix dans le contrat de la mission, c'est que pas moyen d'aller à une vitesse supraluminique. Il faut en gros qu'ils y aillent en poussant le Razor Crest parce que la cargaison ne supporterait pas les hautes vitesses. La dite cargaison est en fait tout simplement eh bien, la progéniture de la passagère qui est une crapote, on va appeler ça comme ça. Et donc, la cargaison, c'est tout simplement ses œufs dans un gros bocal d'eau bleue fluo. Ben ouais, excellent. Écoute, il y a plusieurs, il y a plusieurs éléments dans ça. Si on revient au début, c'est ça, la cantina, comme tu dis. Bon, ça fait, on est très très dans Tatooine là, d'un nouvel espoir. Moi, j'ai remarqué qu'on aurait dit qu'ils faisaient exprès de mettre le focus sur les têtes de IG là, du décor. Dans cette cantina-là, il y a des espèces de ce qu'ils ont utilisé plus tard pour faire la tête des droïdes IG. Ben, dans le fond, c'est des éléments de décor de la cantina, là, de bord, comme je sais pas, pour la boisson, je sais pas. Puis là, on en voit plein quand même assez bien à l'écran. Là. Donc, si les gens n'avaient pas fait le lien entre les deux, là, je vous dirais, à la vue de cet épisode-là, c'est dur de ne pas les reconnaître. J'avais pas fait attention, j'ai regardé. Ah ouais, on le voyait déjà dans Un Nouvel Espoir, mais comme je te dis, là, cette fois-ci, c'est dur à manquer, là, ça crève l'écran. Sinon, bon, la fourmi dont on a parlé, même si t'as raison, on se croirait dans Ant-Man, là, mais j'ai trouvé que ça faisait quand même l'esprit aussi des vieux Star Wars. On avait l'impression d'une créature des années 70-80. Tu sens la marionnette mi-caoutchouc, mi-bout de bois. Moi, mais ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne bien. Ce qui m'a plu en plus dans cette séquence, c'est qu'il y a du monde dans la cantina. C'est pas juste un bout de truc où il y a juste le barman et personne. Là, il y a un peu de monde. La caméra se balade pas partout dans la cantina, mais elle se déplace le temps du trajet de Mando et filme quand même un bout du décor à la fin. Dans la cantina, on entend de la musique, on voit du monde. C'est pas justement comme dans l'épisode sur Tatooine, sur la saison 1, où c'est pas une cantina vide, où il y a rien, il y a juste le barman. Là, il y a du monde, il y a de la foule. Même dans Mos Eisley, je trouve, c'est... il arrive de nuit, il croise différentes créatures, il y a de l'animation, il y a de la lumière. J'ai trouvé jusque-là, c'est encore cool.
L'épisode est encore cool. L'arrivée d'Omando avec tout son barda sur le dos. Le petit coup du sabac aussi, c'est toujours le fun de revoir des cartes de sabac. Bon, les gens qui aiment pas la mécano, par contre, ils vont être contents qu'on quitte Tatooine, là, mais moi, personnellement, je l'aime bien. Après ça, ils font cuire le gros morceau de viande de dragon là, avec un réacteur. C'est ça, ils se font leur petit barbecue à coup de réacteur. Non, la grenouille, après, on peut pas dire qu'elle est mal faite. Là. Encore une fois, ils vont chercher le juste milieu entre de l'animation ordinateur 100% et quelque chose qui a l'air d'être du caoutchouc, justement, un masque. Là, fait que j'ai trouvé ça quand même bien. Là. Je suis un peu moins convaincu, en fait, par le bocal. L'eau fluo en permanence. J'y crois plus, en fait. Ben ça, c'est très Star Wars. Hein. c'est... les œufs sont pas mal, mais je reviendrai dans d'autres, un peu plus loin, mais c'est l'eau que je trouve encore bizarre en fait. L'eau fluo, ça me sort par les yeux, je crois par moment. Mais c'est vrai que pour le look de la crapote, je trouve ça bien fait. J'arrive pas à savoir si c'est une marionnette, si c'est du CGI, si c'est un acteur, tu sais, à qui on met des prothèses. Et, non, c'est ça, je trouve qu'ils vont. En fait, je pense qu'on serait surpris de voir. Je sais pas si on va avoir un making-of de la saison 2 comme avec la première, mais effectivement, ils réussissent à bien nous faire douter sur qu'est-ce qui est réel ou pas. C'est ça, de ce point de vue-là, Mando a toujours été, je trouve, de très haute qualité. Tu sais pas si c'est une marionnette, tu sais pas si c'est un acteur planqué sous du maquillage ou des prothèses, ou si c'est du CGI. Et je trouve que là, justement, c'est ce qu'il faut faire, même dans les films. Mixer tout ça, faire que ça soit réel. Et je trouve que les effets spéciaux ne s'en trouveront que mieux, en fait. Exact. On pourra reparler tantôt de cette nuance-là, ordinateur versus marionnette. Là. Je vais te laisser attaquer au pire la prochaine section. Ah ouais, j'espère que j'oublie pas, que j'oublie rien surtout. Donc, eh bien, Mando accepte le marché. Il installe tout le monde dans le Razor, crapote dans le cockpit avec lui, bébé Yoda en bas dans son couffin, et la cuve contenant les œufs aussi attachée dans la cale. Tout ce beau petit monde décolle pour aller rejoindre cette planète qui est à un système de distance, si je dis pas de bêtises, et donc sans dépasser la première, ce qui est long et chiant a priori. Puisque là, Mando, en plus, nous donne une information. Sa survie vient du fait qu'il se déplace en vitesse lumière, donc très vite entre les mondes. Je trouve que c'est un truc intéressant parce qu'on n'avait pas cette info avant. Et là, on s'aperçoit que bébé Yoda, il est très très intéressé par la cuve et par le contenu de la cuve. Il va même faire un câlin à la cuve et on voit que les œufs réagissent. Il s'approche de lui, la force, tout ça. Tout ça, c'est bien mignon, jusqu'à ce que quelques minutes plus tard, on s'aperçoit que bébé Yoda, il a faim. Ouais. Et il se met tranquillement à bouffer un œuf comme ça. Sauf que comme si de rien n'était. Ouais, comme si de rien n'était. Allez, voilà. Et bien plus haut dans le cockpit, eh bien, le Razor est intercepté sur son chemin à 3 à l'heure par 2 X-Wing qui sont pilotés par 2 pilotes, 2 vieux pilotes, un asiatique et un petit homme. Oh, vous avez dû le reconnaître, généralement il porte un chapeau de cow-boy et puis il a fait 2-3 séries aussi pour Star Wars. Après quelques petites discussions, les pilotes des X-Wing se rendent compte que le Razor a été en contact avec
la navette de prisonniers plus tôt l'année dernière et engage le combat avec le Razor. On s'arrête là pour le moment. Ça marche. Dès le départ, on a le... on va y revenir dans l'émission, là, mais on se rend compte que Mando a besoin de dormir de temps en temps. C'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal quand même une série où le héros a besoin de manger, dormir et même d'aller pisser. Ça change. Ben c'est sûr que là, par contre, 2 secondes avant, il dit à l'autre personnage, là, à Grenouille, qu'on comprend pas ce qu'elle dit, puis on n'est pas sûr qu'elle, elle comprend ce qu'il dit. Mais il lui dit c'est très dangereux, etc., etc. Bon, je vais aller faire un somme. Tu disais, OK. Ouais, il y a encore des scénaristes, ils ont réfléchi avant de faire leur dialogue. Ouais, il y a plusieurs petits en tout cas, coquilles scénaristiques, on va dire, dans cet épisode-là. Mais bon, même chose, tu l'as mentionné, l'enfant, bon, au début, c'est ça, j'ai l'impression que ça nous laisse croire qu'il y a une connexion entre lui et les œufs, tu sais, qu'il y a quelque chose. Finalement, c'est juste pour les manger. C'est pour les bouffer. Et en fait, c'est vrai qu'en revoyant la séquence dans ma tête, tu peux pas montrer cette séquence où il y a une connexion spirituelle entre les œufs et Baby Yoda et les voir les boulotter, donc je pense qu'il y a un truc derrière. Je sais pas quoi, mais le fait qu'il passe finalement à partir de ce moment-là tout l'épisode à en boulotter, et je me dis il y a un truc derrière. Je sais pas, on va voir si ça va revenir. Au début, c'est ce que je me disais, moi aussi. Puis, mais comme ça va durer tout l'épisode, là, cette espèce de blague-là avec les œufs, là, je sais pas si ça va revenir dans l'histoire par après. Moi, ce que je me suis dit, c'est tout de suite le client, donc la grenouille, va s'en rendre compte. Là. Ça a l'air d'une cargaison si précieuse, elle doit savoir combien qu'il y en avait. Mais non, ça a pas de l'air de... ça a pas de l'air de poser problème. C'est donc, ça n'a pas l'air de la déranger plus que ça. C'est sûr qu'on se rappelle que dans la première saison, l'enfant n'arrêtait pas de manger des grenouilles partout. Là. C'est ça. Il y a un certain lien là. Bah oui, parce que et as-tu remarqué au niveau musical qu'il y avait beaucoup de petites musiques là, à la... Comment dire, à la fantastique, là, dès qu'on apercevait l'enfant, là, on avait une mini-musique là, de quelques secondes. Là, j'ai trouvé que ça faisait très familial, on va dire. C'est très ça. Film familial. On se serait cru un peu dans c'était quoi là, les films avec les Ewoks dans les années 80, là, les téléfilms, la caravane du courage. Ah oui, ça doit, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que dès qu'on se met sur Baby Yoda, en fait, il y a cette musique... pas infantile plutôt, mais fantastique, où tu ressens la force en fait avec la musique. Sauf que généralement, tu le vois bouffer un œuf juste derrière. Donc il y a un truc en fait c'est pour ça que je te dis, à mon avis, il y a un truc derrière le fait qu'il arrête pas de bouffer ces œufs-là. À mon avis, il y a un truc derrière parce que il y a un truc qui matche pas entre la musique fantastique. C'est un peu comme si on mettait le thème de Yoda et donc de la force et de Yoda, alors que tu es en train de voir Yoda faire la cuisine. Il y a un truc qui colle pas en fait. Ouais, bon, on verra ce qu'il y en est dans les épisodes suivants, parce qu'effectivement, celui-là, on se demande qu'est-ce qu'il apporte à l'histoire, là. Mais si on revient aux 2 pilotes de X-Wing, bon, comme tu as mentionné, on retrouve Dave Filoni, qu'on avait déjà vu en pilote, donc qui reprend son personnage de la première saison. L'autre pilote, comme tu as dit, asiatique, en fait, c'est un Canadien, d'après ce que j'ai vérifié, mais Canadien d'origine coréenne, là, on s'entend qu'il est... Mais c'est bizarre, il me dit quelque chose. Alors, je veux pas être dans le truc que tous les Asiatiques se ressemblent, mais ce monsieur me dit quelque chose, en fait. Ben, en fait, c'est ça. Moi, j'ai cru que c'était peut-être un réalisateur de la 2e saison, vu que la première fois qu'on les avait vus, la première saison, tous les 3 pilotes de X-Wing, c'était 3 réalisateurs de la première saison.
Mais je suis allé vérifier et lui a jamais rien réalisé. C'est vraiment un acteur là, donc en tout cas on va le revoir à la fin de l'épisode. Mais j'ai quand même bien aimé la petite séquence là, patrouilleur, que tu sais, c'est ça. Ils ont pas Mando comme un ennemi dès le départ. Puis s'il avait été peut-être moins prompt à la panique là, à se sauver, peut-être qu'il y aurait eu moyen de négocier avec eux là. Dans le sens, c'est quand même lui qui les a livrés, le prisonnier qui s'était échappé, bon. Je pense qu'à ce moment-là ils sont pas au courant, ils le savent pas. Reprend le dialogue. D'abord il y a le coup du qu'est-ce que vous foutez là, il y a le transpondeur qui marche pas. Et c'est après, je crois que c'est le pilote Filoni qui d'abord tape la discute avec Mando, et l'autre après lui demande de changer de fréquence. Et c'est qu'après qu'ils font la référence au fait, est-ce que vous avez été en contact avec la navette de prisonniers machin. Et c'est là où ils ouvrent les ailerons d'attaque. Ouais, ben c'est ça, mais c'est pendant qu'ils ont coupé la connexion, on va dire, que là, ils le voient par les hublots des deux côtés, dans le fond, ils le voient par la verrière qui ouvre le ailes en X, là, puis quand ils reviennent, c'est ça, ils lui posent cette question-là, et là, ils décident de fuir sans répondre. Donc, comment passer pour un coupable, tu sais? Oups! Non, mais j'ai rien fait de monsieur l'agent. Ouais. Mais pourquoi tu cours? C'est ça. Bon, d'accord. Bref, je sais pas si tu avais autre chose sur cette section-là. Sinon, on va passer à la course-poursuite. Ouais, on va attaquer la course-poursuite. Donc, elle commence assez doucement dans l'espace, hein, avec le Razor qui est poursuivi par les deux X-Wing. On arrive très vite dans la haute atmosphère d'une planète de glace. Non, c'est pas haute, cherchez pas. A priori, c'est pas haute, en tout cas. Enfin, j'espère, parce que sinon, ils ont aucune imagination sur les planètes. Non, ça peut pas être hot. D'un point de vue géographique, puis même on en reparlera, je vais te laisser faire le résumé, mais ça peut pas être ni hot ni Ilum. Tant mieux. Donc j'en étais au début de la poursuite, qui a bizarrement assez peu d'échanges de tirs en plus, hein. Les gars ne font que poursuivre leur essor, ils essayent même à plusieurs reprises de le raisonner. Dire d'arrêter ces conneries. Mando montre d'une assez grande comment on dit c'est Maverick, hein, dans Top Gun, hein, tout simplement. Il se cache dans les nuages, il coupe les moteurs, il sort les aérofreins, il va faire du patin à glace avec le Razor sur la cave, ou a priori au grand bonheur de la crapote qui a l'air d'avoir envie de vomir en totalité sur son siège. Jusqu'à ce que Mando arrive à trouver une petite cachette au ras de la planète, hein, sous un glacier. Et on voit au loin les deux X-Wing passer à côté sans les voir. Tout le monde a l'air content. Mando va rallumer les moteurs pour se barrer, sauf que, hélas, la plateforme de glace où ils sont s'écrase, qui fait plonger le Razor Crest dans une caverne de glace, et a priori le montant des travaux et des réparations va être exorbitant. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette séquence de poursuite? Déjà que, ouais, comme tu dis, on sent que les deux pilotes de X-Wing sont pas là pour l'abattre directement, là. Soit ils veulent l'interroger ou je sais pas, là, mais comme tu dis, ils essaient de le raisonner plusieurs fois. Puis ils lui disent arrête tes conneries, comme tu dis, là, on peut t'abattre n'importe quand. C'est pas... Puis même, malgré toutes ces manœuvres, de disparaître dans les nuages, de couper les moteurs, tout ça, je veux dire, il est pas de calibre, là, les X-Wing le rattrapent très facilement. Donc, et c'est là qu'on voit les fameuses séquences qui nous faisaient croire qu'on était peut-être sur Ilum, hein, dans les publicités qu'on avait eues jusqu'à maintenant. Parce qu'il faut dire que les ressemblances étaient assez grandes avec le Ilum qu'on a découvert dans Jedi Fallen Order. Mais malheureusement, là c'est ça, comme il n'est pas passé en vitesse lumière, on comprend qu'on est proche de Tatooine. Géographiquement, là, on est à côté, quoi. Alors que Ilum est à l'autre bout complètement de la galaxie, là, c'est à deux extrémités, là, donc c'est dommage parce que puis même plus tard dans les grottes, tout ça, on dirait Ilum, on se croirait vraiment dans Fallen Order.
Puis c'est dommage dans le sens où ça aurait été un moyen facile quand même de faire le lien avec le Premier Ordre. Ou en tout cas avec de voir, de découvrir la base Starkiller à l'abandon ou en chantier. On sait pas trop était dans quel état à ce moment-là. Mais c'est ça, je trouvais que c'était un moyen facile parce que Jon Favreau a dit justement qu'il allait avoir des liens avec la suite de l'histoire, on va dire, là, avec soit le Premier Ordre ou je sais pas quoi. Fait que moi, je croyais vraiment qu'on allait voir Illum dans cette saison-là, mais non. C'est une planète qu'on n'a même pas le nom. Ouais, à moins que, hélas, ils nous sortent la carte du non, mais en fait, la planète, elle est pas là, mais elle est là parce qu'on en avait besoin, quoi. À moins, tu vois, qu'ils la déplacent sur la carte géographique, ce que je trouverais assez chiant, encore une fois. Ben, c'est censé être dans les. C'est ça, c'est censé être dans les régions inconnues. La base Starkiller, puis Illum, alors que là, on est dans la bordure extérieure pour ce qui est de Tatooine, en tout cas, là, dans l'espace hot. En tout cas, c'était ma petite déception de ce côté-là. Je croyais qu'on allait raccorder tout ça. Sinon, comme tu dis, déjà, bon, il y a la poursuite. Ensuite, que le vaisseau a l'air amoché un petit peu. Et après ça, quand il va s'écraser dans la grotte, et je sais pas si tu l'as déjà mentionné ça, mais c'est ça, il va descendre dans la soute, on va dire, puis il va avoir l'énorme trou sur le côté du vaisseau. Et si tu regardes bien, comment les premiers écailles de peinture viennent non pas de la poursuite en elle-même, mais au fait que quand il est au ras de la planète, il racle en fait des bouts de glacier. Et quand il se pose, en gros, à part avoir écaillé la peinture, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment la chute dans la caverne qui, en gros, plie en deux le Razor. Ça fout en l'air les deux canons qu'il a à l'avant. Ouais. Je crois qu'il y a l'un des moteurs qui est désaxé, mais comme tu dis, il y a un immense trou dans la coque au niveau de la partie droite de la cale. La rampe à l'arrière ne tient plus. Le Razor est vraiment éventré par sa chute. Non, c'est ça, tu te demandes comment il va pas bien pouvoir s'en sortir. Et au début, il a de l'air de vouloir encore une fois faire un sub. Ah non, on l'a pas encore attaqué, je vais te laisser au pire attaquer le résumé, à moins que tu avais autre chose à dire. Juste un truc, moi j'ai trouvé la séquence de la poursuite très bien réalisé. C'est vrai que là, à mon avis, c'est du pur CGI. Et encore une fois, moi, je fais un parallèle avec d'autres séries de science-fiction. C'est là où je vois qu'il y a les moyens. Très souvent, c'est pour ça que j'ai jamais supporté les séries type Stargate, SG1 et autres. T'avais des séquences en images de synthèse avec des avions qui étaient nuls à chier, où tu voyais qu'il n'y avait aucun moyen financier derrière pour faire quelque chose de propre. Et là, je trouve que toute la séquence, les nuages sont magnifiques. Je trouve qu'ils sont absolument magnifiques. Exact. Même les glaciers, la planète et tout, toute la séquence est ultra belle, alors que c'est du full CGI. Et bah là, tu vois que les gars, ils ont mis le carnet de chèques. Ben, peut-être qu'on a un petit peu des maquettes pour ce qui est du Razor Crest puis des deux X-Wing sur certains plans. Là. Je dis pas nécessairement les plans impressionnants de la poursuite. Mais vu qu'ils l'ont déjà fait dans la saison 1, ils ont déjà tous les modèles et compagnie. Là. Fait que ça, c'est possible. Mais oui, t'as raison, c'est très bien fait. Quand, par exemple, on peut apercevoir les pilotes par les cockpits, là, par les verrières des vaisseaux. Non, c'est de calibre cinéma. Là. Et du bon cinéma. Hein. Pas un truc Blumhouse ou... ouais, exact. Et je vais attaquer quasiment les séquences finales. Et bien donc après la chute qui a malencontreusement éventré le Razor, Mando voit que il fait moins 12 dehors, que tout le monde se caille, que à l'intérieur dans la cale du Razor, c'est un peu le bordel, il y en a partout, c'est tout le bordel, et puis lui c'est un guerrier, pas un mécano, donc il est un peu dans la mouise, et donc il décide, après avoir filé des couvertures à Crapote plutôt, puisque c'est une femelle, il décide, comme tu le disais, de faire un somme.
On voit toute l'étendue du bonhomme. Et là, on a un truc que j'avais jamais remarqué. Il s'appelait Zéro, c'est ça le droïde. Le droïde Zéro qui s'était fait exploser la tête par derrière dans la séquence de la prison. Et c'est fou finalement le nombre de parallèles ou de références à cet épisode de la prison dans cet épisode. Et ça vient de me revenir. La séquence de l'exécution de Zéro, c'est la première séquence en fait du résumé. On a tout au début de l'épisode. Et donc en fait, Eva Crapote, a priori, elle a des dons en robotique ou en mécanique. Et en fait, elle va utiliser tout simplement le vocodeur et le module de langage de Zéro pour réussir à parler à Mando. Et comme on dit assez grossièrement en France, à lui faire sortir les doigts du cul pour qu'il se les sorte, pour essayer de les sortir de la merde dans laquelle ils sont. Mando fait sa tête de bougon, va chercher sa caisse à outils, et va tenter de réparer un tant soit peu le Razor pour pouvoir se barrer. Et ben je vais arrêter là, parce qu'on va attaquer l'autre partie après. La séquence finale après ça. Ouais, dans le fond, il n'y a pas grand chose à dire, à part, comme tu dis, le retour du droïde, que c'était une trouvaille intéressante, là. Puis bon, au moment où tu l'entends parler, tu te dis, ok, elle a réparé complètement le droïde, mais non, dans le fond, elle a juste connecté le module son, là. C'est ça, elle a juste mis un micro, elle s'en sert comme haut-parleur. Fait que c'est pas... mais comme tu dis, bon, effectivement, elle a des connaissances comme tout le monde dans Star Wars, tout le monde est mécanicien, informaticien, etc. Là, c'est tous des ingénieurs. Dans Star Wars, c'est normal, ça fait partie du concept. Mais c'est ça, encore une fois, Mando qui insistait pour faire une sieste, là, j'ai trouvé ça étrange un peu. Je trouve qu'il est assez... c'est assez bizarre, parce que même le petit discours qu'elle a, elle lui remet un taquet dans la tête sur le code Mando. Il a pris le pognon, il a accepté la mission, il doit tout faire. Et là, j'ai l'impression qu'il est en mode... pas en mode sac à merde, mais en mode on fait chier, quoi. C'est... Je vais faire une sieste, ça me fait chier de réparer le machin, tout ça. En plus, même son dialogue est assez bizarre. Il dit que il fait encore jour, mais dès qu'il va tomber la nuit, ils vont se geler peut-être à mort. Et il dit en gros, bon, bah, je verrai cette nuit quelles sont nos chances de survie. Ouais. Il est un peu en mode rien à foutre dans certaines séquences, et je trouve ça assez bizarre. Ouais, exact. Et ça me fait penser, c'est pas sur cette séquence-là, là, mais quelque chose qu'on a oublié de discuter dans la séquence précédente, c'est que il répond au pilote de X-Wing que la force soit avec vous. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça t'a fait tiquer toi aussi, dans le sens où, bon, ça peut être une formule générique que tout le monde connaît à cause de la rébellion puis tout ça, mais il reste que dans la première saison, il n'y avait aucune idée la force, c'était quoi le fait de... Fait que bon, oui, c'est ça. Ça peut être une simple maxime là, que les gens répètent mais c'est un peu partout. Là, mais... J'y pense, justement, c'est pas dans New Hope, le mec, le vieux barbu qui fait le briefing de mission. Il termine pas son briefing en disant que la force soit avec vous. Oui, c'est ça, effectivement. Ce serait pas devenu finalement une maxime générique, comme tu dis, en fait, hein, pas forcément... Au départ peut-être des rebelles, mais comme après c'est eux qui ont gagné, ça s'est répandu dans les forces armées et que c'est devenu le général Dodonna, si je me souviens bien, celui dont tu parles. Ouais. Mais oui, comme tu dis, c'est ça, c'est probablement devenu une espèce de slogan là. Ouais, que tout le monde utilise sans trop savoir ce que c'est. Mais là, lui, il savait même pas que ce que l'enfant faisait, c'est ça la force. Ah ouais, c'est vrai que c'est pour ça qu'on disait. Un peu plus tôt, il y a des trucs qui font tiquer dans l'épisode, ou même les scénaristes, il y a des fois tu sais pas ce qu'ils ont bu ou que... Ben, considérant que c'est ça, ça reste que c'est pas comme écouter une sitcom, hein. Il reste que c'est Jon Favreau qui écrit. Ouais. Donc à chaque fois tu te dis ouais, cet épisode-là ou ce réalisateur-là c'était moyen, mais bon, ça reste l'écriture de Jon Favreau.
Fait que ça reste un lien commun entre le tout là, de la série. Et Dave Filoni est quand même toujours dans les parages. Là. On peut le voir dans le making-of. La saison 1, il est toujours là pour l'aspect, justement, univers étendu, canon, relier les points, puis tout ça. Là. Donc, c'est pour ça que quand on voit des affaires qui nous laissent une impression bizarre, ben, on se dit, OK, pourquoi? Mais ils sont très capables de nous ramener ça par après aussi, hein, les 1001 références. Là. Fait que bref, si on revient au Razor Crest pris dans les grottes de glace, voulais-tu attaquer la séquence suivante? Ouais, quasiment la séquence finale. Hein. Ouais. Pendant ses réparations, Mando s'aperçoit que bébé Yoda est en train d'essayer de lui montrer un truc. Et il tend son petit bras tout boudiné, tout vert de l'autre côté du Razor, et Mando fait sa tête de bougon. Donc qu'est-ce que tu fous encore là, sale môme? En fait, on croirait presque qu'il lui parle. Hein, ouais, c'est ça, parce que c'est la première fois que l'enfant vraiment a une espèce de dialogue. Ah ouais, il piaille comme un jeune enfant, hein. Mm-hmm. Après avoir bouffé encore 1 ou 2 œufs dans les séquences d'avant. Donc Mando va voir ce qui se passe et aperçoit des traces dans la neige. Il active la caméra thermique et s'aperçoit que c'est Madame Crapotte qui s'est barrée plus loin dans les cavernes. Il s'avance et là c'est la séquence haute de l'épisode où on voit Madame Crapotte qui est en train de prendre un bain toute nue dans les sources chaudes. Elle a même balancé ses œufs à la flotte pour maintenir tout ça à température ambiante. Et Mando lui dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein, vous revenez, j'ai pas que ça à foutre. » Et pendant que Mando et Madame Crapotte remettent les œufs dans comment je pourrais appeler ça, dans le réservoir, hein, ou dans c'est ça, ou dans la friteuse, hein, en fonction ou dans la cocotte minute, hein, en fonction de la cuisson que vous préférez. On s'aperçoit que bébé Yoda se balade dans la caverne et aperçoit des petits œufs qui se baladent tranquillement. Des petits œufs, bon, on n'est pas dans Alien, mais quand même presque. Hein, on n'est pas loin. on n'est pas loin, surtout que bébé Yoda, on voit qu'il sent quelque chose, hein, à la Wolverine, mais sauf que lui, au lieu de détecter des bières, il détecte de la bouffe. Il ouvre un œuf, il sort une petite araignée que moi j'ai vraiment pris pour un facehugger au début, et sans outre forme de procès, bébé Yoda le bouffe. Ouais. Ce qui déclenche la merde, parce qu'on voit que tous les os se mettent à réagir. Amis arachnophobes, c'est à ce moment-là que vous nous quittez, parce que les milliers d'œufs en fait s'ouvrent et libèrent des petites saloperies de merde d'araignées qu'il faut tout cramer au lance-flamme, avant que, bien entendu, papa ou maman araignée déboule. Et c'est le grand modèle, hein, 10 mètres de haut avec des papates gros comme des troncs d'arbres. Et c'est la séquence faut fuir pour ta vie, où tout y passe, hein, le pistolet, la bombe, enfin les bombes, le lance-flamme, où ils sont poursuivis par maman et la progéniture. Tout ça, je vous rappelle, à cause de l'appétit dévorant de bébé Yoda. Hein. Si ça se trouve, on va nous en faire un cannibale d'ici la fin de la saison 2. Course-poursuite dans l'horreur, et on s'aperçoit que maman Crapotte, elle peut se déplacer en sautant. Mm-hmm. Tout le monde arrive dans le Razor. Tout le monde pense aussi qu'ils ont réussi à faire sauter maman grosse saloperie d'araignée moche, jusqu'à ce qu'elle tombe sur le Razor, essaye de bouffer le Razor, jusqu'à ce que, coup de bol, elle se fasse flinguer la tronche par 2 X-Wing qui passaient par là, gros coup de bol. Et alors que les petites araignées sont en train de, littéralement d'infester la cale du Razor, Mando les crame au lance-flamme, sort du Razor et constate que les 2 pilotes qui l'avaient pris en chasse sont tout simplement en train de faire un concours de tir à la belette cendrée et finissent le travail
de l'équarrissage de ces saloperies d'insectes. S'ensuit un petit dialogue où t'apprends en fait le fin mot de l'histoire. Nos deux pilotes, donc Filoni et l'asiatique canadien, ou le canadien asiatique, comme vous voudrez, annonce à Mando qu'il est recherché pour l'évasion du prisonnier numéro 6687, alinéa 12, chapitre 2, mais que voilà, il leur a quand même remis 3 prisonniers recherchés, tout ça, ils font ami, ils se serrent les mains, les coudes, et Mando arrive à faire un tant soit peu de réparation et à se barrer pour de nouvelles aventures. Ouais, ben écoute, là, cette fois-ci, il y a du stock quand même à en dire. Dès le départ, tout l'aspect caverne, tout ça, on revient à ce que je disais tantôt, on se croirait dans Fallen Order en termes de visuel. Ouais, d'ambiance, les sources chaudes typiquement, en plus on les a, avec cette eau bleue, encore une fois fluo. Ouais, il y a toujours des lumières au fond. Ouais, les cavernes, les cavernes de glace. Et c'est vrai, t'as raison, ça fait vraiment Illum, quoi. C'est même pas Hot, c'est Illum. Et ouais, Hot, c'était plus en neige tout le temps, moins en glace. C'est ça. Alors que là, t'as l'impression que sur cette planète-là, de journée, tu peux te balader en t-shirt. Toute proportion gardée. C'est ce qu'en tout cas Mando a l'air de dire. Alors que sur Hot, tu gardes ta petite laine et ton double slip sur toi, quoi. Ah, c'est la Norvège, qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai pas, tu sais, jusque-là, le fait qu'il y ait une source chaude, tu te dis, bon, ça peut être un échappatoire ou un moyen pour eux de survivre. Mais comme tu dis, Mando, comment dire, sans le danger un peu, là, il se doute qu'il y a probablement des créatures qui sortent la nuit dans ces cavernes-là. Bon, il empêche l'enfant d'attraper un tétard, encore une fois, là, un bébé grenouille, un œuf de grenouille. Fait que là, l'enfant décide à la place d'aller jouer l'explorateur. Comme tu dis, évidemment, la référence à Alien, avec tous ces œufs plantés sur le sol, là, éparpillés. En plus, ils sont plus petits, mais ils ont quasiment la même forme en plus. Ouais, c'est ça, peut-être moins rond un petit peu, là. Mais je pense qu'elle est gratuite, puis c'est pas fait pour... c'est un hommage, on va dire, c'est une référence là, faite exprès. Ouais. C'est pas fait pour faire peur, mais t'as la ref, quoi. Si t'as vu les aliens, t'as la ref. Exact. Surtout que les œufs, si tu regardes bien, ils s'ouvrent de la même... Ils s'ouvrent... enfin, ils s'ouvrent sans s'ouvrir, parce que le premier, c'est bébé Yoda qui le déchire. C'est les araignées. Voilà. En fait, c'est ça, dès qu'il l'ouvre puis qu'il sort une espèce d'araignée de ça, évidemment, là, tout de suite, on a la référence à la série Rebels. Parce qu'on avait un épisode de Rebels où toute l'équipe se ramassait dans des cavernes avec des araignées comme celle-là. Donc, j'ai pas été vérifié que ce soit sur Wikipédia, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est les mêmes araignées. J'ai l'impression que c'est le même modèle. Je pense que c'est le même modèle. Et puis, tu sais, c'est encore une fois un design de Christopher McQuarrie. C'est une bestiole, si je dis pas de bêtises, qu'on devait au départ trouver sur Dagobah. C'est cette espèce d'immense araignée avec une espèce de corps tout en longueur et tout en hauteur. Et moi, je trouve que c'est bien. Elles sont bien faites, même le gros modèle. Ouais. Là, on a des modèles beaucoup plus gros que dans la série animée Rebels aussi. Il y en avait déjà des papiers gros, là, mais là, cette fois-ci, c'est, comme tu disais, on est dans le 10 mètres facile. Ouais, pour la plus... Et un truc que je sais pas si t'as fait gaffe, mais dans la poursuite, t'as toutes les tailles, en fait, d'araignées. T'as vraiment des tout petits, des bébés. Ouais. Et puis t'as du bébé jusqu'à la taille adulte. T'as des trucs que tu peux marcher dessus, tu l'écrases, et les autres, t'as besoin d'un gros coup de flingue en pleine tête pour les buter. Et je trouve que c'est sympa. Ils ont pas tous la même taille. Ouais. Et je trouve que c'est marrant. C'est quand même long, par contre, avant qu'il pense à utiliser son lance-flamme, là, qui... peut-être qu'il n'a pas joué à autant de jeux vidéo que nous, là, où ce genre de situation-là arrive. Cramez-moi ça. C'est ça. Mais les explosifs, c'était pas de mauvaise idée, par contre, là, pour boucher le passage. C'est ça. Par contre, un truc que je sais pas si t'as remarqué au lance-flamme, c'est la première fois où tu vois qu'il chauffe le lance-flamme. D'habitude, il se déclenche instantanément,
Et là, il fait chauffer la flamme avant. Tu vois en plus la flamme qui est blanche et bleue. Ouais. Mais alors, le truc très con que je trouve dans la séquence, c'est qu'en gros, il chauffe la flamme. Pour tous ceux qui savent, une flamme blanche et bleue, c'est plus chaud qu'il peut y avoir. Et en fait, quand il déclenche le lance-flamme, c'est encore une flamme jaune-orange, donc moins chaude. J'aurais trouvé finalement plus sympa qu'il utilise une flamme blanche ou bleue pour montrer... Un modèle spécial. Ouais, pour montrer que c'est ultra chaud. Parce que même là, quand il balance il utilise le lance-flamme 2 fois, il l'utilise dans les cavernes de glace, et tu vois que la glace ne fond pas. Alors qu'il utilise le lance-flamme et il crame tout autour de lui, la glace ne fond pas. Et je trouve que c'est un petit point de détail. Pourquoi faire chauffer et montrer une flamme bleue avant de cracher de la flamme jaune normale? Je pense que c'était une façon... je pense que c'était juste de l'esthétique. C'était une façon de montrer là, ce qui se prépare. Mais c'est drôle, hein, dans toute cette séquence-là, qu'on est passé, c'est ça, d'un petit divertissement très très familial, tout à coup... à arachnophobie. C'est ça. Je sais pas si tu te souviens de ce film-là avec Bill Paxton. Là, mais... Non, je suis pas. Disons que moi et les araignées, on n'est pas copains, donc c'est pas c'est pas spécialement le genre d'œuvre cinématographique que je regardais. Ça date des années 80, là, c'est un film d'horreur des années 80, mais on est là-dedans, effectivement, un déluge d'araignées. Mais c'est ça, moi aussi j'ai trouvé bien qu'au lieu de créer un autre modèle, qu'on nous rende réel ce qu'on a vu dans la série animée. Rebelle. Rebelle, ça restait des graphiques très polis, hein, puis très... en tout cas, c'était un style graphique, moi j'aimais pas beaucoup, là, mais c'était pas... il faisait pas spécialement peur, ces araignées-là. Tandis que là, cette fois-ci, effectivement, tu sens le danger tout de suite. Là. C'est ça. Mais, c'est mieux de courir. Et même le petit, même les tout bébés, ils sont moches, ils sont remplis de bave. Je dis pas ça pour les bébés humains, hein, quoique. Mais vraiment, quand bébé Yoda le sort de l'œuf, tu sais, même quand il le mange, t'as pas des filets de bave, mais t'as l'espèce de bout de gelée qui le relie encore. Il y a vraiment un petit côté alien, mais sans les morts et les... moi j'ai trouvé qu'il mettait l'accent sur l'aspect dégueu. Justement, encore une fois, pour faire un très enfantin, ou en tout cas très... moi j'imagine très bien mes plus jeunes enfants là, qui vont réagir en voyant ça. Mais bon, c'est un choix, là. Sinon, t'as mentionné, c'est ça, on utilise le lance-flamme aussi après dans le vaisseau, donc c'est ça, les araignées envahissent complètement le Razor Crest, là, donc tu te dis, ok, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et la porte du cockpit qui ne veut pas fermer. C'est ça, parce qu'ils sont tous là, c'est saloperie. C'est là que tu te demandes si la verrière du cockpit va résister, mais bon, quand se pointe l'araignée géante, malheureusement... justement, un truc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'araignée géante donc tombe au-dessus du Razor, se met au niveau de la verrière, parce que sinon on la verrait pas. Et avec sa bouche, tu sais, elle la plaque contre la verrière, et tu vois, t'as d'autres bouches. Et ça m'a fait penser dans l'Empire contre-attaque, quand ils sont dans le verre dans le stéroïde. Tu sais, des espèces de petites chauves-souris qui se collent aussi à la verrière du faucon, et tu vois la bouche intérieure. Dio machin, là, Dionoga, ou c'est pas une... Non, ça c'est le machin dans l'étoile noire. Mynock. Les espèces de chauves-souris. Mynock, c'est ça. Les Mynock. Et j'ai trouvé que l'araignée faisait la même chose avec sa bouche que les Mynock. C'est se coller à la verrière, faire sortir les dents et la bouche à l'intérieur. Et j'ai trouvé, encore une fois, c'est un truc qui m'y a fait penser. Donc je trouve qu'il c'était bien fait aussi. Là, visuellement, c'était super bien fait. Même au niveau audio, on entendait les dents grincer contre la sur verrière, le verre. Elle déplace là, sa gueule sur la verrière. Là, on entend toutes les dents qui frottent contre le verre. Fait que, non, c'était très bien fait. Par contre, avec des dommages comme ça à la verrière, tu te dis, bon, ben là, c'est foutu. Le Razor Crest va être abandonné, on le verra plus. Je veux dire, en tout cas, je pense qu'elle fait 2 trous dans la verrière, si je me trompe pas, avec ses pattes. Ça commence à être, des dommages. En fait, c'est ça, en y repensant, je sais pas si il la raye. Mais je me rappelle pas l'avoir vu péter la verrière, en fait. Ouais, elle défonce vraiment avec ses pattes après la verrière.
après la séquence de la bouche. Là. Donc, en tout cas, faut croire qu'il a trouvé quelque chose pour boucher ça par après. Sinon, comme tu dis, les X-Wing se pointent. Ben, au début, on sait pas trop, évidemment, qu'est-ce qui arrive. Est-ce que c'est des renforts mandaloriens ou quoi, là? Qu'est-ce qui... Ou des chasseurs du cru, voilà. Ouais. Mais j'ai trouvé moi, j'avais vraiment, dès le départ, j'avais l'impression de reconnaître le bruit des blasters des X-Wing. Hein, qui est quand même, moi aussi, mais si tu penses à la séquence, ils viennent d'où, les X-Wing? Ben, en fait, il avait continué de le chercher. J'imagine qu'ils ont retrouvé une trace thermique ou je sais pas quoi. Oui, mais en fait, c'est comment ils sont arrivés dans la grotte. Parce que le seul trou pour accéder, en gros, à la grotte, il est au-dessus du Razor Crest. Et en ce moment, dans la séquence, au-dessus du Razor Crest, il y a la grosse araignée. Et t'entends pas les réacteurs de X-Wing. Le trou était quand même à bonne hauteur, quand même. Là. Ouais, mais en fait, il y a rien qui te montre que dans la grotte où ils sont, il y a une autre, il y a une autre entrée. Donc je trouve en fait ça tu vois, comme on disait, les bugs de scénario. Je trouve que c'est encore une espèce de bug où on nous explique même pas, on nous montre pas que par exemple il y a un autre trou. Où il y a une autre paroi où tout simplement tu sais t'aurais vu où ils vont vite justement pour rester dans dans de l'action. C'est un peu comme les indices pour trouver d'autres Mandaloriens là, dans cet épisode-là, ça va vite. Là. La fourmi connaît quelqu'un, après ça, tout de suite après on a une grenouille, puis il part dans l'espace avec la grenouille. OK? D'accord. OK, pas de souci. C'est bon, on va jouer. Mais c'est ça. Et j'aurais cru, moi, tu vois, après ça, avec les deux pilotes de X-Wing, que ce serait plus Dave Filoni parce que jusqu'à maintenant, c'était surtout Dave Filoni quand on voyait des pilotes de X-Wing qui parlaient, hein, puis qui interagissaient. Alors que là, cette fois-ci, c'est, comme tu dis, l'acteur coréen-canadien. Je pense, à mon avis, parce que, tu vois, il interagissait, mais sans jouer. Dans l'épisode, justement, de la prison dans la saison 1, ils sont juste dans la maquette, ils débitent 3-4 mots et rien, ils ont pas à jouer réellement. Ils débitent un texte, 2 phrases et c'est marre. Alors que l'autre, il a vraiment un discours, une interaction et un ton à donner dans sa voix. Et donc, je préfère qu'il donne ça à un vrai acteur, un acteur professionnel, qu'à un réalisateur qui va pas savoir jouer finalement. Ouais, exact, non. Puis tu sais, là, par contre, tout l'aspect logique, quand même, se tient. Si on se souvient de comment que s'est passé l'épisode... c'était quoi? C'était le 6, je pense, l'épisode de la prison? Ouais, 6. 5 ou 6, là. Mais, dans le fond, il y a une certaine logique à ce que... Oui, effectivement, ils ont vu que c'est lui qui avait envahi le vaisseau avec le Razor Crest. Mais à l'inverse, ils ont vu qu'à la fin aussi, c'est lui qui avait essayé de défendre la vie du gardien de prison. Du gardien, ouais. Fait que, parce que, tu sais, la prison, je veux dire, c'est une prison, il y avait plein de caméras partout, il y avait des droïdes partout, là, donc... il y a quand même une certaine logique. Là. Ouais, et puis si tu entends bien, en fait, il a en plus la logique du pilote, c'est vous avez fait pas évacuer, mais libérer, évader tel prisonnier, mais vous nous en avez remis 3, donc les 3 couillons qu'il avait enfermés à la fin, et ils ont précisé que vous aviez tout tenté pour sauver la vie de l'enseigne machin. Donc c'est les prisonniers qui ont confirmé, donc j'imagine, comme tu dis, hein, avec les vidéos, les enregistrements et tout ça, ils ont confirmé que Mando a essayé de sauver le gars et que c'est pas lui qui l'a tué. Non, c'est ça. Puis par contre, après ça, Mando, il tire sa chance, comme on dit, pour essayer d'avoir leur aide pour réparer le Razor Crest, là, redonner de l'énergie, un truc comme ça, je me souviens plus les termes. Et les pilotes se regardent en voulant dire tu sais, pouce mais pouce égal. Fait qu'ils rembarquent dans leur cockpit puis ils s'en vont. Fait que là on se dit ok, vu l'état dans lequel le Razor Crest est, comment ils vont bien pouvoir s'en sortir. C'est ça. Et bon, finalement il va réussir à patcher, on va dire, seulement le cockpit. Et là, jusque là, on savait pas que cette planète là n'était pas celle de la vraie destination.
On n'avait pas aucune info par rapport à ça. Donc là, quand il disait je vais patcher le cockpit et on va redécoller puis on va voir jusqu'où on se rend, moi je me disais il va rester en atmosphère quand même, ouais. Mais non, on s'en va dans l'espace. Oui, on va ailleurs avec il s'en va dans l'espace avec un trou dans la coque, la porte de la soute qui ferme pas, un moteur de traviole. J'espère qu'il y avait bien tout attaché dans la soute là, parce que c'est non, on est en tout cas, pour ça, j'ai hâte de voir le prochain épisode et c'est pour cet aspect-là, comme je te disais, je pense avant de débuter l'émission. J'ai l'impression que c'est peut-être juste pour l'aspect complètement détruit du Razor Crest que cet épisode-là va avoir une utilité dans la suite logique. Ou peut-être avec l'interaction avec les pilotes de X-Wing de la Nouvelle République. Peut-être que par la suite, ça va revenir, puis ça va avoir une utilité. Mais sinon, si répare le Razor Crest en un claquement de doigts, encore une fois... Ça n'a pas d'intérêt. Cet épisode-là va être du remplissage à 100%. Là, on quitte Tatooine, c'est ça. Pour moi, c'est un épisode de la série Rebels. L'intérêt est très très limité. Mais c'était bien fait. Écoute, ça, il n'y a rien à redire à côté technique. Il y a peut-être juste, comme je disais tantôt, dans la... je sais pas si on devrait dire dans les bruitages ou dans la musique, mais c'est ça, la petite musique fantastique, là, petit côté merveilleux, ça faisait très fée clochette là, quand on voyait l'enfant, il y avait une petite musique là, magique. Là, en tout cas, ça j'ai trouvé que c'était trop. J'ai vraiment eu l'impression de retomber plus dans un divertissement pour enfants, alors que le premier épisode, la semaine dernière, là, j'avais pas l'impression d'être dans un divertissement pour enfants du tout. Mais pas du tout. Donc, mais c'est ça se termine quand même de belle façon, je trouve. Puis moi, j'ai l'impression qu'on va revoir soit les pilotes ou que c'est ça va être le vaisseau là c'est ça qui va être un élément là, pour la suite des événements. Donc, probablement que j'ai l'impression que la prochaine planète qu'on va voir va être celle qu'on a vue dans certaines publicités là, où est-ce qu'on voyait la planète avec le bateau. Ouais, exact. Je pense que c'est pour ça. Et puis je suis un peu aussi de ton avis. J'espère que l'état pourri du Razor va jouer là-dedans. Et que, tu vois, je fantasme à plein tube. Mais que ce soit les Mandaloriens qui le réparent. Et qu'ils en fassent leur plateforme. Tu vois, comment dire, pas leur base parce que c'est quand même un petit vaisseau, mais que ça devienne aussi un symbole des Mandaloriens. Ok. Je sais pas, on va voir. Moi j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de revoir des Mandaloriens rapidement. J'ai l'impression peut-être à la fin de la saison, à la toute fin de la saison. Ah oui, je pense qu'il y a des grosses rumeurs de Bo-Katan, avec Katee Sackhoff, là, qui reprendrait le rôle. Dans le fond, elle faisait la voix jusqu'à maintenant là, de Bo-Katan. Mais au-delà de ça, j'ai pas l'impression qu'on va revoir les Mandaloriens rapidement. Je pense même qu'on risque de voir Ahsoka avant. Ouais, je pense que les Mandaloriens, il faut qu'on garde le mystère, il faut que ce soit une vraie révélation. J'espère en fait finalement que on verra Boba avant les Mandaloriens et que qui est comme je disais, le rassemblement des Mandaloriens avec Mando, avec Boba, avec tu sais le Mandalorien à la grosse Gatling joué par Favreau. Ouais. Dans les 2 derniers épisodes où ils mettent tous ensemble une grosse tôle à Moff Gideon, dans la joie et la bonne humeur, tu vois. En tout cas, j'espère juste, tu l'as mentionné un peu dans l'épisode de la semaine dernière. J'espère juste qu'on sera pas. Je comprends que des fois ça prend un épisode pour introduire un personnage. T'sais, dans la première saison c'était beaucoup ça. On a eu un épisode avec Cara Dune pour nous l'introduire. Après ça la prison. Après ça. Mais j'espère que cette fois-ci on va retrouver l'intrigue principale un peu plus vite. Là. Parce que là encore une fois, il s'est pas rapproché de son but pour ce qui est des Mandaloriens et il s'est pas rapproché de son but pour ce qui est de connecter l'enfant avec sa race ou soit avec des Jedi ou peu importe là. Donc en tout cas on va voir au prochain épisode.
Sinon, t'avais-tu d'autres commentaires sur, sur le recap de l'épisode en entier? Là, sur, Non, c'est comme je le disais un peu, je déteste pas l'épisode, enfin c'est un grand mot comme, l'épisode Tatooine de la saison 1. Je suis un peu déçu parce que, oui, à part un Razor Crest cassé et bébé Yoda gourmand, il se passe pas grand chose dans cet épisode. Comme tu dis, j'espère qu'on va vite embrayer sur l'histoire assez vite, parce que les saisons font 8 épisodes, là il en reste plus que 6. Ben c'est ça. Ça, vite les enfants, c'est, même si c'est vrai, en y repensant, j'ai bien aimé l'épisode, j'ai bien aimé l'épisode, mais pas 4 comme ça jusqu'à la fin, quoi. Mm-hmm. Non, je suis d'accord avec toi, puis tu sais, en tout cas, je comprends que leur idée de série, c'était quelque chose que tu peux quand même écouter les épisodes à part. Tu sais, qu'il y ait quand même une petite aventure dans chaque épisode, là, comme les vieilles séries des années 70-80. Mais bon, c'est ça. Ça c'est nos exigences de binge-watcher moderne là, de Netflix, que nous, on veut un gros fil conducteur qui se développe un petit peu à chaque épisode. En tout cas, on va voir la semaine prochaine, on va se croiser les doigts. Mais je suis un peu comme toi, je peux pas dire que j'ai détesté, c'était super bien fait visuellement. Dans plein d'éléments, on se demandait qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas. Bon, évidemment que les araignées, j'imagine qu'on était dans du CGI, là, ça m'étonnerait qu'il en ait fait des réels. C'est ça, j'espère pas en tout cas, hein, parce que c'est moche. Ah ouais, tu voudras pas collectionner. Ah non, rien, vous gardez vos araignées ou je vais chercher le lance-flamme, moi. Fait que écoute, c'est excellent, on va voir la semaine prochaine à ce moment-là. Fait que c'est ça, sur ces critiques, on va dire mitigées, on va dire ça comme ça, qu'on va conclure cette édition de Star Wars en direct série. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, des réactions sur l'émission qu'on vient de faire, ben venez discuter avec nous de tout ça sur Facebook, sur Twitter, Instagram, sur Discord, évidemment, c'est là qu'on a le plus habituellement d'interaction. Et sur notre chaîne YouTube, évidemment. Surtout, n'hésitez pas à partager aussi les épisodes, histoire de faire croître la communauté. Donc, écoutez, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous.